Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce mardi. Journée de manifestation à l'appel de l'UFDG et ses alliés ce mardi pour dénoncer le hold-up électoral. Le mot d'ordre a été suivi sur l'axe Le Prince où la circulation et le grand commerce ont tourné au ralenti. Par contre, tout fonctionnait bien sur l'autoroute Fidel Castro. Aucun incident n'a été enregistré lors de cette journée de manifestation. Précision à suivre dans ce journal. Au sommaire également, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale indépendante avec 94% des voix. L'opposition rejette les résultats et forme un gouvernement de transition. Enfin, le grand angle de ce soir sera consacré à une variété de noix de cola appelée Petit Cola qui inonde le marché local. Peu connue du public, cette noix de cola s'avère très consommée par les citoyens. Mais attention, le prix du cola ne cesse de grimper sur le marché. Comment expliquer cette ruée vers le Petit Cola? C'est le grand format de cette édition. Il sera signé Ali Badra Kamara. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. Journée de manifestation à l'appel de l'UFDG et ses alliés ce mardi pour dénoncer le hold-up électoral et exiger la vérité des urnes. Le mot d'ordre a été suivi sur l'axe Le Prince où la circulation et le grand commerce ont tourné au ralenti et des dispositifs de sécurité déployés un peu partout pour éviter tout regroupement de manifestants. Par contre, tout fonctionnait bien sur l'autoroute Fidel Castro. Aucun incident n'a été enregistré lors de cette journée sur l'axe Le Prince. Reportage Mohamed Valek-Touré, Yakoba Traoré. L'axe Amdalaï Bambeto causa ce mardi jour de manifestation à l'appel de l'UFDG. Sur le terrain, aucun manifestant n'est visible. Aux abords de la route Le Prince, les boutiques et magasins sont fermés. Un climat tendu qui inquiète les citoyens. Depuis le matin, je ne suis pas eu le client. Je suis parti vers Anville, je retourné à Bambeto, mais en tout cas, ça ne va pas. Tout le boutique est fermé. Bon, nous, ce qu'on va demander le président, en tout cas, il n'a qu'à trouver la solution de ça. Ça, ce n'est pas bon pour nous ici, la Guinée. Nous, on est sortis depuis matin. On ne gagne rien. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à travailler, il n'y a rien. Mais comment on va faire ça dans le pays? Les forces de défense et de sécurité ont repris le contrôle des zones où des manifestants régnaient en maître absolu des jours durant. Ils sont pointés à tous les carrefours pour dissuader les manifestants. La circulation reste fluide. Depuis le matin, même 20 000, moi je ne gagne pas. Vraiment, ce n'est pas facile. Si le pays continue comme ça, vraiment fatigue tout le monde. Ce n'est pas bon dans son pays-là. Vous voyez, c'est pénible cette manifestation, c'est pénible non seulement du côté du peuple, mais aussi du pouvoir en place. Parce qu'économiquement, c'est une perte pour l'État, mais aussi ça va faire souffrir les populations en question qui sont dans ces différents quartiers. Si pagaille comme ça, là, vraiment, c'est pas bon, votre pays-là. Depuis mercredi, les affrontements entre forces de l'ordre et contestataires des résultats provisoires sur ce texte ont fait plus de 30 morts selon l'opposition qui réclame les vrais résultats. Il faut dire que la manifestation appelée par l'opposition a impacté comme d'habitude le marché de Madina, poumon économique de la capitale. La plupart des boutiques et magasins sont restés fermés. Le constat avec Djene Bemba Koulibaly et El Haj Aliouba. Le marché de Madina, le plus grand centre de négoce du pays, présente ce mardi une physionomie inhabituelle. L'appel à manifester de l'opposition a considérablement affecté les activités. Les boutiques et magasins sont fermés. À la déventure de certains lieux de vente, les propriétaires veillent au grain. Et par mesure de sécurité, toi seul, tu ne peux pas venir ouvrir ta boutique et tout le parage, tes amis ne sont pas venus ouvrir leur boutique. Donc c'est un peu paradoxal. En toi seul, tu viens t'ouvrir par rapport aux autres. Ceux qui sont venus, c'est pour mesure de sécurité, pour ne pas que peut-être d'autres choses se passent et qu'ils sont absents. Les boutiques du Grand Marché Madina sont fermées aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule raison, c'est l'appel de la marche du parti
politique principale de l'opposition qui a appelé à la manifestation aujourd'hui pour réclamer leur victoire. La quête du quotidien est une obligation pour ces commerçants, pour faire face aux besoins de leur famille. Ils disent être peinés de vivre une telle situation qui dure depuis le lendemain du scrutin du 18 octobre. Je veux dire à tous les commerçants guinéens d'être apolitiques. La politique n'est pas bon pour les commerçants. Beaucoup parmi eux ne savent qui parle comme ça. Ça m'appelle Diallo Amadou Sissine à Mamou. Ils n'ont qu'à rester neutres. S'il y a des élections, il ne doit pas soutenir un candidat. C'est lui qui gagne, il va travailler avec nous. C'est ce qui est bon pour nous. Moi, ce n'est pas à l'école. S'il y a un président, je ne peux pas être ministre ni quoi. Mais si le pays est calme, c'est bon pour moi. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je suis là pour chercher notre quotidien. Moi, je ne suis pas pour la manifestation. Vous voyez, toutes les boutiques sont fermées. Nous sommes inquiets, nos enfants sont petits. On doit se donner la main pour qu'on puisse garder nos enfants à la maison. Laissons les manifestations de rue. La paralysie des activités dans le pays est à l'image du marché de Madina, ce qui ne reste pas sans conséquences. Toutefois, l'opposition ne veut pas lâcher prise. Elle conteste les résultats provisoires proclamés par la CENI, puis continue de menacer après avoir déposé des recours à la Cour constitutionnelle. Parlant toujours des manifestations politiques, les commerçants, pour éviter les pillages, ferment leurs boutiques. Cela n'est pas sans conséquence sur l'approvisionnement des populations en denrées alimentaires et autres articles, mais aussi du gouvernorat de la ville de Conakry. On y trouve une volonté des commerçants d'agir pour accentuer le calvaire des citoyens. Le maire de la commune de Matoto a réuni ce mardi les commerçants de sa localité. En toile de fond de cette rencontre, exigeait la réouverture des boutiques. Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Sori Souma étaient de la rencontre. Voici leur compte-rendu. Le maire de la commune de Matoto passe à la vitesse supérieure. Il exige la réouverture systématique des magasins d'approvisionnement en denrées alimentaires et promet de restaurer l'autorité de l'État. Il leur est interdit aussi de fermer les boutiques contre les citoyens. Et quiconque le fera, verra l'autorité en face de lui. Personne n'a une propriété. Donc ceux qui fermeront, on va les déloger, on mettra ceux qui vont obtempérer pour le bien-être des citoyens. Mamadou Batos fustige le rôle que jouent les opérateurs économiques lors des périodes cruciales en Guinée. Le maire s'est ensuite indigné des actes de vandalisme dont sont victimes certains commerçants et promet de garantir la sécurité de leurs biens. Chaque processus électoral suscite du vandalisme dans les différents marchés. Les pillages des boutiques, l'incendie dans les boutiques. Toutes les communes ont connu des soubresauts, mais Matoto a été sécurisé. Aucune boutique, aucun marché n'a été touché. Ça, c'est suite à notre engagement pour la sécurité des commerçants et de leurs biens. Notre engagement, nous les tenons toujours. Le président de la chambre de commerce de Matoto, visiblement en colère, a donné les raisons de la fermeture des boutiques avant d'inviter ses pairs à reprendre les activités. Il a fermé la boutique, assis au côté pour que les bandits, il ne faut pas qu'il va faire rentrer ici, il a ouvert, ils vont faire foncer là-bas, rentrer, les poignarder, prendre leurs biens. C'est pourquoi les commerçants ferment leurs boutiques. Ça, il n'y a pas de délai pour ça. Si le vote est fini, le 18 octobre est fini, hein? Maintenant, tous les commerçants n'ont qu'à occuper leur travail. Tous les opérateurs économiques, c'est que je vous donne la garantie, les opérateurs économiques qui sont commerçants, import, export, leur travail c'est le commerce, ils ne peuvent pas rentrer dans la politique. Reste à savoir si les mesures prises par les autorités de la ville de Conakry seront exécutées. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette journée de manifestation en Guinée à l'appel de l'opposition, notamment l'UFDG et ses alliés. Il faut retenir que cette journée n'a pas été émaillée de violences et d'incidents majeurs. Le chronogramme de la session parlementaire unique devait être adopté par l'Assemblée nationale ce lundi, mais elle a été renvoyée à la dernière minute. Selon les parlementaires, ils ne sont pas en possession de tous les textes sur lesquels ils devraient débattre. Quel travail attend les députés dans les prochains jours? Élément de réponse avec Mamoudou Bouler Diallo, Aboubakar Din Kamara.
Le gouvernement guinéen a-t-il déposé le projet de loi sur le budget national? C'est la question que se pose l'opinion après le renvoi de l'adoption du chronogramme ce lundi. Le deuxième secrétaire parlementaire rassure. Nous avons enregistré pas plus tard qu'avant-hier le dépôt légal du bulletin. Nous allons examiner la loi de finances rectificative et en même temps la loi de finances initiale, exercice 2021. Vous savez, c'est une obligation constitutionnelle de voter la loi de finances initiale avant le 31, parce que les institutions doivent fonctionner. Hormis l'examen du projet de loi de finances initiale 2021, d'autres textes de loi et plusieurs autres accords seront examinés à l'Assemblée nationale. Le député membre du bureau donne un exemple. Nous avons les accords cadres par vente à tempérament, par exemple dans le cadre du financement du projet de construction de la route Boké-Kebo. Vous voyez, avec une bagatelle de 81 millions d'euros. On a aussi l'accord de prêt aussi entre la Guinée et la Banque arabe et de développement BADEA avec un montant de 9 millions d'euros. La loi sur l'accès à l'information publique est également inscrite dans le chronogramme en cours de validation. On va essayer de débattre la question de fond en comble pour connaître les tenants et les aboutissants de la chose. Mais par principe, ce que je vais vous dire, le droit à l'information publique, c'est un droit naturel que tout le monde doit avoir. Mais sauf que il peut s'agir ici des questions qui relèvent de secret d'État pour une question de sécurité nationale par exemple. Là quand même ça peut être encadré. Ça c'est des exceptions, mais je ne vais pas ici maintenant prendre des exceptions pour la règle. Une plénière est prévue ce mercredi selon le deuxième secrétaire parlementaire et le chronogramme pourrait être adopté. Ouvrons à présent le chapitre de la présidentielle ivoirienne. Sans surprise, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale indépendante avec 94% des voix. L'opposition rejette les résultats et forme un gouvernement de transition. Pour les autorités ivoiriennes, l'opposition a franchi une ligne rouge et s'expose à des poursuites judiciaires. Le domicile du président du PDCI a été investi par les forces de sécurité. On fait le point avec Antoine Kourouma et Ousmane Diomandé sur place. L'opposition ivoirienne, dans la nuit du lundi, a annoncé la mise en place d'un conseil national de transition dirigé par Henri Konan Bédié. Au lendemain de cette déclaration, l'État ivoirien a décidé de ne plus rester passif. Il est passé à l'offensive ce mardi matin. C'est d'abord le ministre de la Justice qui a rendu public un communiqué annonçant une plainte contre les opposants auprès du procureur d'Abidjan. À 13h, l'opposition a donné rendez-vous à la presse pour, dit-on, rendre public le nom des membres d'un gouvernement de transition. C'est dans l'attente de ce communiqué que la police a débarqué à l'arrière-cour. C'est la panique. La sécurité du président du PDCI, muni d'armes à feu, prépare la résistance. À l'extérieur du bâtiment, les militants de l'opposition mobilisés entendent des chants hostiles au régime. Les Amazones, ne partez pas loin, venez. Le président Bédié a fait quoi? C'est méchant ça. La police lance l'assaut pour disperser la foule et libérer la devanture de la résidence. Tout le monde est prié de libérer les lieux, même les journalistes. L'objectif de cette opération, selon nos sources, est de mettre aux arrêts les membres influents de ce collectif d'opposants, y compris Henri Konan Bédié. Mais aux dernières nouvelles, c'est finalement un blocus qui est installé devant le domicile de Bédié. L'État assimile l'acte des opposants à un coup d'État. Les accès menant au domicile de l'ancien président sont bloqués à la rentrée et à la sortie. Alors que Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié rejettent la victoire d'Alassane Ouattara, Bertrand Konan Kouadjo, candidat malheureux à l'élection présidentielle, félicite Alassane Ouattara pour sa victoire. Ce candidat indépendant reconnaît que les élections n'ont pas été transparentes, mais préfère le maintien de la paix en acceptant sa défaite. Il l'a annoncé ce mardi devant la presse. Suivez. Le sens de ma candidature était donc de faire avancer
des propositions concrètes pour le pays, non par la force, mais par les urnes, dans la concorde et dans la paix. Chacun est libre de ne pas se rendre aux urnes. Chacun est hélas libre de ne pas remplir son devoir civique. Mais personne n'a le droit d'empêcher un autre citoyen de l'accomplir. Quand on est sûr du soutien du peuple, on n'a pas besoin de dresser des barrages pour empêcher l'arrivée du matériel électoral. Quand on est sûr du soutien du peuple, on n'a pas besoin d'agresser les militants adverses. Quand on est sûr du soutien du peuple, on n'a pas besoin de brûler les bureaux de vote. Quand on est sûr du scrutin du peuple, on le laisse libre de se déterminer. On ne cherche pas par la violence à lui imposer ses mots d'ordre. Malgré ce climat, malgré les rodomontades, n'est-ce pas, de ceux qui affirmaient bien imprudemment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle le 31 octobre, ce scrutin a bel et bien eu lieu. Démocrate et respectueux de nos institutions, j'ai fait le choix de privilégier une élection très imparfaite à une guerre civile meurtrière. Mes chers amis, au cours de la campagne, j'ai affirmé à plusieurs reprises que les conditions pour l'élection présidentielle transparente n'étaient pas réunies. Mais, le sachant, j'ai décidé de m'engager tout de même. Cela m'a été reproché, mais je l'assume. Quand on aime son pays, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre une guerre civile et des résultats imparfaits, il faut accepter des résultats imparfaits. On peut toujours corriger des défauts d'un scrutin. Quoi que j'en pense, quoi que les Ivoiriens en pensent, quoi que le monde en pense, je prends acte. Je ne veux pas ajouter du trouble au trouble, d'autant qu'incontestablement, M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter, le président de la République, pour sa réélection. Voilà, le candidat Kouadio Konan Bertin, qui a été donc candidat de cette élection présidentielle, il félicite Alassane Ouattara pour sa victoire, mais met en doute la crédibilité du scrutin. Et puis, cette victoire d'Alassane Ouattara avec un score fleuve est contestée par l'opposition ivoirienne. Sur cette question, Rosaline Goto-Monemou et Ibrahima Souri Kamara ont rencontré le responsable en charge du GPS RACI pour l'Afrique de l'Ouest, résident en Guinée. Suivez leur reportage. Alassane Ouattara a été réélu président de la Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix. Une victoire rejetée par l'opposition. Les ressortissants ivoiriens en Guinée, issus de cette opposition, trouvent qu'il n'y a pas eu de scrutin en Côte d'Ivoire, vu que les règles du jeu n'ont pas été respectées, et annoncent dans les jours à venir la mise en place d'un conseil national de transition qui sera présidé par Henri Konan Bédié. Enfin, pour qu'on puisse parler de réélection, il faut parler d'abord d'élection. Pour nous, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est tout sauf des élections. Donc, par ce voie de fait, on ne reconnaît pas ce président qui dit qu'il serait issu des élections qui auraient été organisées le 31 octobre 2020. Et par conséquent, nous essayons de mettre en place un gouvernement du Conseil national de la transition dont le président est Henri Konan Bédié. Pour ce responsable en charge du GPS RACI, la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel ne sont pas crédibles. À l'entendre, ces institutions seraient sous le contrôle du président Alassane Ouattara. Si vous avez une CEI qui est monocolore, qui est, fait partie du parti d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire le RHDP, vous avez une cour constitutionnelle qui est nommée, dont le premier responsable est nommé par le président de la République. Pas concevoir qu'une telle élection, on parle d'un taux... il est élu à 94,27%, mais c'est quand même inédit et c'est ingénieux de la part de la CEI. Ce scrutin a été marqué par des violences. Les ressortissants ivoiriens pensent qu'elles ne sont pas la solution à cette crise. Ils invitent toutes les parties
au dialogue pour l'instauration de la paix dans le pays. Le père de la nation ivoirienne a toujours prôné la paix et le dialogue. Je crois qu'il est opportun de pouvoir passer effectivement à cette phase-là pour faire l'économie de la vie humaine. La commission électorale indépendante a 3 jours pour transmettre ses résultats au Conseil constitutionnel qui a 7 jours pour les valider. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'élection présidentielle ivoirienne. Je rappelle que le scrutin a été remporté dès le premier tour par le président sortant Alassane Ouattara avec 94% des voix selon la commission électorale indépendante. D'une présidentielle à une autre, les Américains sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Une élection présidentielle dans un climat sociopolitique tendu dû à plusieurs facteurs. La pandémie de Covid-19, les violences post-électorales et policières ou encore le racisme. Les Américains doivent s'en passer pour tout et choisir leur nouveau président de la République. Que sait-on sur des élections aux États-Unis? L'homme politique guinéen Aliou Ba est ancien boursier du département d'État américain. Il apporte des précisions au micro de Justin Leno et Kiaro Sadouba. Suivez. Qui sera le prochain président des États-Unis? La course à la Maison-Blanche est engagée entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump, candidat à sa propre succession. Aliou Ba, ancien boursier du département américain, en connaît davantage sur des élections aux États-Unis. L'enjeu de cette élection, elle concerne plusieurs thématiques. Vous savez, le monde entier est en train de vivre la crise du Covid. C'est un thème qui s'est invité dans la campagne. Bien entendu, les critiques sont fortes vis-à-vis du gouvernement fédéral par rapport à la gestion de la crise. Et aussi à une crise sociale liée aux disparités raciales, vous savez, après la mort de George Floyd et tout ce que cela a créé comme ressentiment et de violence urbaine aux États-Unis. Ce sont des questions qui sont d'actualité et qui sont devenues déterminantes au niveau des thèmes de campagne. Une élection présidentielle controversée, Joe Biden profite de ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 par son rival pour convaincre les Américains. Pour le président du modèle, cette situation pourrait avoir des répercussions sur la réélection de Donald Trump. Donald Trump a tenu plusieurs discours contradictoires par rapport à la gestion de cette pandémie. Maintenant, il faut savoir à quel niveau cela peut impacter. Parce qu'il y a un électorat de Donald Trump qui semble être fixe, la droite et les conservateurs, les évangélistes, ils sont en grand nombre. Maintenant, le vote déterminant va se faire dans ce qu'on appelle les swing states. Des conséquences qui ne tardent d'ailleurs pas. Déjà, l'ancien vice-président de Barack Obama est déclaré vainqueur dans les swing states avec 5 points d'avance. Des États comme l'Ohio, Michigan, Pennsylvanie qui renferment un grand nombre d'électeurs aux États-Unis. C'est dans ces États que ça va être déterminant. Celui qui gagne par exemple en Floride, il a la possibilité de rafler 29 grands électeurs. Celui qui gagne à Ohio, en Pennsylvanie et dans le Michigan, dans le Wisconsin, ce sont des États déterminants. Ils sont au nombre de 15 environ sur les 50. Ça veut dire que celui qui gagne dans ces États a la forte possibilité de devenir président des États-Unis. Les Américains attendent donc la journée de ce mardi pour connaître leur 46e président qui prendra en main la destinée des États-Unis pour 4 ans. Après l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, plusieurs quartiers de la capitale ont été victimes de violences. Des personnes sont mortes, des maisons et boutiques pillées. Ce dimanche, une lecture de Saint-Coran est organisée par les citoyens de la Transversale 8 pour que règne la paix dans leur pays. Reportage Marissa Kamara, Aboubakar Keke Kamara. Nous sommes au quartier Tango, sur la Transversale 8. Ici, les habitants de tous bords ethniques et politiques confondus sont mobilisés pour la promotion de la paix. À travers cette cérémonie de prière et de sensibilisation, ces hommes prêchent la paix et la cohésion sociale. C'est une séance de sensibilisation. On s'est réunis en famille. Tous les imams des différentes mosquées sont là aujourd'hui pour parler des événements qui ont survenu pendant la dernière élection jusqu'à la proclamation des résultats présidentiels. T8 a été l'un des quartiers les plus touchés par les violences post-électorales. Aujourd'hui, les citoyens sont conscients de l'enjeu.
Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler des événements qui se sont déroulés récemment. Nous avons des responsables parmi nous ici. Nous discutons avec tout le monde pour voir comment mettre fin à toutes ces violences. C'est l'objectif de notre présence ici. Avec pour l'idée la paix, l'unité et le développement n'est possible que si l'entente existe. Nous sommes une famille en Guinée. Nous implorons Dieu que la paix règne dans ce pays. Nous appelons les uns et les autres à la compréhension. Ce pays nous appartient. Personne n'a intérêt de le voir brûler. Désormais, les citoyens de la T8 sont conscients de l'importance de la paix. Ils promettent de pérenniser cette sensibilisation. On en vient à présent à la rubrique Le Grand Angle de ce soir. Avec ses quelques mètres de long, le collatier et ses noix n'ont jamais dévoilé tous leurs secrets. Symbole de respect, énergétique et stimulant. Aujourd'hui, la noix est beaucoup plus présente dans les cérémonies et sa production encore plus difficile, par manque de soins de la part des producteurs et de l'État. Tout ce qui est produit peu est rare et tout ce qui est rare est censé être cher. Ce qui arrive avec la noix de cola, très peu dans le marché et donc trop cher. Avant, par exemple, un sac de cola était vendu à 800 000 francs guinéens. Aujourd'hui, il faut débourser 900 à 1 million francs guinéens pour avoir le sac. Jacqueline Ifono est vendeuse de cola au marché de Mayalon à la tannerie. Depuis 30 ans, elle est dans ce commerce. Elle ne vend jamais par sac, mais par kilo et fixe les prix, non pas pour la qualité, mais en fonction de la taille de la noix. Ici, le kilo des gros morceaux de cola est vendu à 50 000 et 45 000 francs guinéens, les petits morceaux entre 30 000 et 20 000 francs. Mamadou Ouribari est lui aussi vendeur de cola. Il s'approvisionne au marché de Mayalon chaque 3 jours et comme toutes les fois, il achète 3 kilos, soit 90 000 francs guinéens. Lui préfère les petites noix qui se vendent rapidement et à un prix abordable. Mais avec la noix de cola, les prix ne sont jamais stables, ce qui perturbe parfois les fournisseurs qui se retrouvent avec des produits dévalorisés. En attendant, Jacqueline, elle, doit s'assurer que le compte est bon. J'ai 7 kilos à 30 000, petit. Le gros cola, c'est 45 000 à 60 000. C'est pour cela que j'ai acheté moins cher. Parce que je vends, si j'ai acheté 60 000, je gagne rien. Je n'ai même pas sorti. C'est pour cela que j'ai acheté le moins kilo 30 000. Je vends de 1000 francs, 1500. C'est trop cher. Les sacs de cola en provenance du Libéria pèsent 75 kilos. Ceux de la Guinée, seulement 50 kilos. Ce qui différencie le prix des sacs de cola. Mais pas seulement. L'état de la route joue encore sur le prix. Les sacs de cola en provenance du Libéria pèsent 75 kilos, ceux de la Guinée seulement à 50 kilos. Les produits de la Guinée, 90 000 francs guinéens. Cette variété des prix est souvent liée en fonction des kilos dans le sac. À côté de cette variété de cola, il y a une autre, appelée Petit Cola. Un produit unique à son genre, très consommé aussi par la population. Se le procurer n'est pas une chose aisée, parce qu'il quitte loin. Mamie Guilavogui dit avoir acheté ces petits colas
en Guinée forestière et en Côte d'Ivoire. Ceux-ci viennent de la Côte d'Ivoire. Pour cette qualité, 100 kg représente un sac. Et pour l'avoir, il faut débourser 8 500 000 francs guinéens. Et si c'est le kilo, il faut verser entre 80 à 90 000 francs guinéens. En Guinée, sa production n'est pas de mise comme en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est cher et le peu dont dispose la Guinée, nous rencontrons assez de difficultés dans le transport. En dépit de l'état du réseau routier, les conditions de transport de ce produit qui ne résiste pas aux températures basses. Exposé à la fraîcheur, il perd ses éléments nutritifs, contrairement à l'autre variété qui a besoin d'eau. J'ai des clients qui viennent acheter 1 kilo, parfois 2 kilos, ça dépend. Mais tout mon souci, c'est l'état de la route, qui nous fait perdre des kilos de petits colas, parce qu'ils ne veulent pas la fraîcheur. Doussou Kondé est l'une des clientes fidèles de Mami Guilavogui. Chaque semaine, elle achète 2 kilos de petits colas, à raison de 90 000 francs guinéens le kilo. Ici, 90 000 francs est la valeur d'1 kilo. Doussou Kondé n'a d'autre choix que d'accepter le prix, car le produit est très prisé. J'ai un enfant qui a fini ses études, mais il ne travaille pas. Je suis obligée de vendre ces petits colas. Je vends un morceau à 1500 et 2000 francs guinéens. Ça peut faire au moins 2 jours avec nous. Aujourd'hui en Guinée, le constat est alarmant. Aucune réglementation du commerce de la noix de cola, qui reste incontournable dans les cérémonies. La cola, si je prends d'abord sur le plan scientifique, ça contient 2 principes actifs très importants, à savoir la colatine et la caféine. Et ces deux principes actifs sont des véritables stimulants pour l'organisme. Non seulement ces 2 principes actifs-là sont très actifs, ils activent la vigilance pour un individu, ils ont des vertus aphrodisiaques, c'est-à-dire l'appétit sexuel, et non seulement lutte contre l'endormissement. Le plus souvent, les corps fatigués, les personnes âgées, la cola donne une bonne importance aux personnes très âgées puisque ça stimule leur organisme, ça les met en éveil et ça garantit véritablement leur faculté de résistance. Énergétique, stimulant et thérapeutique. Mais la consommation de la noix de cola doit être modérée. Une consommation abusive peut provoquer des maladies pulmonaires, cardiovasculaires et même affecter le système nerveux. Voilà, c'était donc le grand angle de ce soir. Il est consacré à la variété de noix de cola appelée petit cola qui inonde le marché local. Peu connue du public, cette noix de cola s'avère très consommée par des citoyens, comme vous l'avez constaté dans cet élément de reportage. Mais attention, le prix du kilo ne cesse de grimper sur le marché. C'était donc cet angle signé Ali Badra Kamara. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site d'information espacetvguinée.info. Bonsoir chez vous.